messieurs, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres. 12 candidats n'ont pas été agréés par le CEP, dont l'ex-premier ministre Laurent Lamotte. Ses partisans prévoient de se mobiliser pour dénoncer le rejet de la candidature des postulants. Ralph Théano, porte-parole de Laurent Lamotte, nous en parlera dans quelques minutes. Ricardo Setenfus, ancien représentant spécial de l'OEA en Haïti, a déclaré cette semaine que le dilemme d'Haïti était d'abord d'ordre politique. Une délégation européenne en visite dans le pays a fait savoir que les besoins d'Haïti en aide humanitaire avaient considérablement diminué. Puis Port-au-Prince sera doté d'un port et d'une zone franche. Le projet Lafito Global avance à grands pas et sera opérationnel bientôt. La police nationale d'Haïti a fêté ses 20 ans en grande pompe à l'Académie de police ce vendredi. Dans l'actualité culturelle, la 3e édition du livre ibéro-américain de cinéma se tient du 9 au 27 juin en Haïti. L'actualité sportive a été marquée par le coup d'envoi jeudi de la 44e édition de la Copa América dans une rencontre opposant le Chili à l'Équateur. Le Conseil électoral provisoire a publié ce vendredi la liste définitive des candidats agréés à participer à la prochaine présidentielle. Notons que 12 candidats ont été rejetés par le CEP. Il s'agit de Laurent Lamotte, Anthony Bennett, Julie Brutus, Josepha Gauthier, Thierry Maillard-Paul, Edwin Zeni, Gonzague D, Eddy Delalleux, Jacques Verlet, Daniel Saint-Lô, Olicier Pierre-Riche et Raphaël Mangloire. Rappelons que Jovenel Moïse, Jackie Lumarque, Moïse Jean-Charles et Antoine Joseph, eux aussi contestés, ont été maintenus par le BCEN, alors que Dieu seul Simon Dera a été repêché. Plusieurs candidats écartés ont exprimé leur mécontentement. Pour en parler, comme annoncé, nous recevons Ralph Théano, qui est le conseiller spécial de Laurent Salvador Lamotte. Nous recevons sur le plateau. Bonjour Monsieur Théano. Bonjour Madame Daphné et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole. Alors, 12 candidats rejetés par le CEP. Le BCEN avait donné un avis défavorable à 5 candidats en milieu de semaine, parmi lesquels Laurent Lamotte. Voilà que maintenant le CEP en a ajouté 7 autres, parmi lesquels Laurent Lamotte encore. Est-ce que cette décision vous surprend ? Bon, il faut que je vous dise que le CEP n'avait pas donné une décision défavorable, le BCEN n'avait pas donné une décision défavorable à l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte, puisque le BCEN avait sollicité du Premier ministre la décharge comme exigé par le décret-loi qui avait été publié le 2 mars. Et comme de fait, à l'intérieur de nos documents soumis, le juge des référés nous avait donné un jugement nous permettant de nous exonérer pour le moment de cette instruction. Donc nous pensons que nous sommes en de bon droit de participer aux élections. Et il en est de même pour 3 autres candidats. Pour les autres, nous ne savons pas trop, mais ceci nous a vraiment étonnés. Surtout que, il y a certains candidats qui devraient être dans la même situation que nous, dont le sieur Jacques Lumarque de Vérité. Nous avons des documents qui attestent que ce monsieur, à partir des lettres de la Cour supérieure des comptes, que ce monsieur devrait bénéficier de sa décharge et dont il ne l'a pas, et le CEP l'a accepté. Et comme de fait, nous pensons que la décision du CEP a été une décision d'écarter M. Lamotte politiquement. Et nous-mêmes, au niveau du camp de M. Lamotte, du candidat Lamotte, nous ne serons pas prêts à accepter ce type de décision. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un autre candidat qui a exactement les mêmes... Il y en a plusieurs candidats. Je peux parler de l'ancien président du Sénat, le sénateur Dieu seul Simon Dera, qui a été président du Sénat. Donc tout le monde est au courant que le Sénat n'avait pas siégé. Les règlements intérieurs du Sénat stipulent clairement qu'il faut que l'Assemblée vote sur le rapport de charge du président du Sénat. Et comme de fait, ceci n'a pas été fait, et le sénateur n'a pas de décharge, le sénateur a été accepté par le CEP, le sieur Jacques Lumarque a été accepté par le CEP, un ensemble d'autres candidats ont été acceptés, et nous dénonçons le fait que seulement les anciens ministres ont été écartés pour des raisons politiques par le CEP. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce stade À ce stade des débats, nous comptons premièrement écrire aux principales instances qui comptent financer les élections, dont le PNUD, l'OEA, les États-Unis d'Amérique, le Canada, les Amis d'Haïti, pour leur dire que voici 2 poids et 2 mesures qui ont été appliquées.
Donc nous nous insurgeons contre tout ça, nous leur demandons de ne pas financer quelque chose d'irrégulier. Et d'autre part, nous comptons demander à nos amis, nos supporters, d'écrire des lettres à toutes ces institutions, à la ministre et à tout ce beau monde, de faire une campagne de pétition et tout ça. Et ainsi, nous demandons à nos supporters de mobiliser, de faire des manifestations pacifiques pour demander à l'État haïtien, au CEP, non seulement de revenir sur leurs décisions, mais aussi, nous pensons qu'il n'est pas possible que des gens qui eux-mêmes aussi ont besoin de décharge, qui n'ont pas de décharge, et dont le président du CEP, M. Pierre-Louis Opon, il n'a pas de décharge, il a été directeur général, la Cour supérieure des comptes devrait lui délivrer une décharge, compte tenu qu'il y avait beaucoup de scandales sur son administration, et ainsi que ma collègue, une ancienne ministre, Mme Marie-Carmel Paul-Austin, qui a été ministre de l'Éducation, et dont jusqu'à présent on lui reproche 14 millions de gouttes qui sont disparues, entre guillemets, dont jusqu'à date elle n'a pas de décharge. Donc nous nous insurgeons contre cette affaire de 2 poids 2 mesures, et contre l'exclusion du Premier ministre qui a été exclu pour des raisons purement politiques et peut-être de sa position de force vis-à-vis des autres candidats en tant que du fait de sa popularité n'est quelque chose qui a été admis par plus d'un. Donc vous comptez faire aller plus loin Oui, nous n'allons pas baisser les bras et nous espérons, nous demandons à la population de nous accompagner, à tout un chacun, à tous les secteurs, et pour permettre à ce que cette exclusion, cette violation des droits de la personne n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Laurent Salvador Lamotte, on parle de Rodolphe Boulos, on parle de la première dame Sophia Martelly, on parle de Tony Bennett, on parle des autres personnes peut-être qui ont moins de noms, qui sont pas moins de noms, mais qui sont moins connues. Et je pense que demain matin, si nous laissons que les élections puissent se réaliser, il y aura beaucoup plus d'exclus. Parce que nous pensons que les élections, d'ores et déjà, sont dirigées et sont manipulées par un certain secteur, dont, c'est bien malheureux, beaucoup assimilés à l'ancien président René Préval, et peut-être même avec une association, avec une frange du pouvoir actuel. Vous pensez que c'est le cas? Qu'il y a manipulation? Bon, vous l'avez dit que c'était politique. Nous avons assez de preuves. Nous avons assez de preuves, assez d'indices, assez de témoignages pour nous faire une idée. Vous avez dit mobilisation, mais pacifique. Non, nous ne voulons pas que les gens bousillent les véhicules d'honnêtes citoyens. Nous ne voulons pas mettre le feu, mais nous voulons que les manifestations, tout comme ça se fait un peu partout à travers le monde, que les gens passent et manifestent pacifiquement, pancarte en main, et demandent, tout comme ceci a été fait à plusieurs raisons, mais peut-être à un degré moindre. Parce que ce n'est pas concevable que pour le peuple haïtien, lorsqu'il doit choisir son représentant, il faut que ce soit les peuples haïtiens qui prennent et qui s'engagent dans les rues. Je me rappelle que le président Martelly, bon, certes, il y avait eu certaines dérives, non, je dois l'admettre, mais c'est le peuple qui s'était rendu dans les rues, et puis pour exiger au CEP d'admettre le président Martelly au second tour. Et comme de fait, ça a été fait. Et nous rappelons qu'en 1990, que c'est... lors de l'élection du président Jean-Bertrand Aristide, la même chose s'était produite. Et pour René Préval, en 2010, nous savons que les gens ont été se baigner à Loisis. Donc, pas Loisis, c'est le Montana. Donc, nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Chaque fois pareil. Donc, il faut finalement qu'on respecte les règles de jeu de la démocratie. Et si jamais les personnes ne respectent pas cette mobilisation pacifique, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses, hein. En Haïti, on va souvent plutôt le contraire. Bon, nous espérons que cela va se faire, sinon actuellement nous sommes en train de constater avec notre cabinet d'avocats pour voir comment aller même en cours de cassation et même porter cela un petit peu plus haut, disons au niveau international, au niveau du tribunal des droits de l'homme. On entend parler d'un gouvernement de transition. Qu'est-ce que vous pensez de... Bon, je pense sincèrement que le Conseil électoral provisoire est en train de nous mener vers un gouvernement de transition. Puisque si le Conseil électoral ne veut pas, ou bien délibérément prendre des décisions pour que les élections ne se tiennent pas, c'est que nous pensons qu'ils sont de mauvaise voie, d'autant plus qu'ils n'ont ni certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux, même le Conseil en général, puisqu'ils ont pratiquement accepté, ils n'ont plus la qualité d'organiser les élections. Donc nous pensons que ce Conseil électoral doit nécessairement partir, pour que des gens de bien, des gens qui ne sont pas acquis à la cause de vérité de probablement une frange de PHTK,
puisse avoir les élections parce que nous nous dirigeons vers des résultats qui sont dirigés. Et si jamais on n'a pas ce gouvernement de transition, on a compris que vous y étiez favorable. Nous ne sommes pas favorables. Nous voulons que les élections aient lieu en bonne et due forme. Cependant, nous disons qu'aujourd'hui, ce conseil électoral composé de ces 9 membres qui sont là, qui n'ont plus la qualité d'organiser les élections, nous pensons qu'ils sont en train de nous mener vers une transition. Donc, je pense que c'est à déplorer, mais nous voulons que les élections aient lieu dans le plus bref des délais. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas jouer sur les mots. S'ils ne sont pas capables de... Non, il est encore temps. Il est encore temps de les changer. Il est encore temps d'y remédier. Le gouvernement... Ça va reculer d'autant. Pas du tout, pas du tout. Ils ont fait certaines erreurs. Ils ont écarté... Parce que nous sommes sur un régime spécial aujourd'hui. Depuis le 12 janvier, il n'y a plus de parlement. Depuis le 12 janvier, vous avez un gouvernement dont plusieurs des ministres n'ont pas de décharge. Je peux citer le ministre actuel de la Justice, le ministre du Commerce. Le Premier ministre n'a pas de décharge. Il a été maire. Il n'a pas de décharge. Si je ne m'abuse, il n'a pas de décharge. Un ensemble d'autres ministres n'ont pas de décharge. Des gens du Conseil électoral n'ont pas de décharge. Pourquoi aujourd'hui utiliser cette arme pour écarter des gens qui veulent seulement servir leur pays? Laissez le soin au peuple haïtien de décider qui va prendre le carnet, qui ne sera pas habilité à diriger le pays. C'est ce que nous sommes en train de faire l'avocat. Donc c'est pour ça que nous nous battons. Si jamais cette mobilisation, entre guillemets, entraîne d'autres répercussions, à savoir si elle est récupérée par d'autres secteurs. On sait qu'il y a des gens qui n'attendent que cela pour faire du désordre, pour mettre, comme on dit, faire table rase de pas mal de choses, ou de récupérer ce motif pour faire tabula rasa, comme on dirait. Écoutez, je pense que vous n'avez pas une crainte? Le peuple haïtien est assez intelligent. Il est assez intelligent pour savoir quelles sont les revendications et qu'est-ce que nous devrions avoir et obtenir en tant que résultat. Nous faisons confiance au peuple haïtien. À nos dirigeants, nous espérons qu'ils pourront se ressaisir parce qu'il est encore temps. Sinon, c'est dommage. Bon, on doit nous préparer peut-être à encadrer la population pour que les choses ne se dérapent pas. Vous êtes sûr que ça ne peut pas provoquer un renversement du président Martelly? Moi-même, j'ai participé dès le commencement à l'installation du président. Nous ne combattons pas pour le renversement du président Martelly. Nous pensons que le président Martelly va prendre les dispositions que lui doit pour faciliter la tenue des élections, de bonnes élections inclusives, sans exclusion politique. Autre chose, qu'est-ce que vous avez à ajouter si vous n'êtes pas, comme vous l'avez dit, seul dans ce cas de figure? Il y a plusieurs autres personnes qui ont été écartées par le CEP, le BCEN, enfin le BCED et tout ça. Non, ils ont été écartés par le CEP. Par le CEP. Donc c'est un problème du CEP. C'est un problème du CEP qui applique 2 poids et 2 mesures. Parce qu'effectivement, nous pensons que la première dame ne devrait jamais être écartée, puisqu'elle a présenté les documents nécessaires. La première dame a présenté des documents. Elle a été tout comme Jacques Lumarc, ordonnateur. Et on a éjecté la première dame pour cette affaire-là. On a gardé M. Lumarc. M. Dera n'a pas de décharge. On l'a gardé, tandis qu'on a éjecté d'autres. Et il y a d'autres cas que je pourrais signaler. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Donc, je pense que vraiment, le CEP doit faire un travail sérieux et honnête. Mais nous avons besoin aujourd'hui de gens sérieux au niveau du CEP. Donc, vous allez continuer à vous battre, vous allez écrire à toutes les instances on va écrire, surtout. On va écrire, on va organiser des sittings par devant l'OEA. Et si jamais ce n'est pas entendu, tout ça? Bon, je pense que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et nous pensons que nous avons raison et nous avons le bon droit de notre côté. Donc nous sommes en droit de croire que nous allons réussir dans notre bataille. Et que finalement vous allez avoir gain de cause? Nous allons avoir gain de cause. Tout le monde sera autorisé à participer aux élections et le peuple donnera son verdict. Merci, M. Théano. C'est un plaisir. Merci aux auditeurs et à tout le monde. On sait que bien d'autres voix se sont élevées pour exprimer leur mécontentement. La sénatrice Evelyne Chéron du parti Respect, ainsi que
la COFEL compte porter plainte auprès du Commissariat international des droits de la femme. Selon le CEP, le dossier de Mme Chéron ne serait pas en conformité aux articles du décret électoral. Pourtant, le COFEL rétorque que les documents soumis par la candidate respectent tous les prescrits du décret électoral. On ne fait pas ça à une citoyenne. On ne fait pas ça à une citoyenne, même si c'est n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une femme qui travaille, qui donne de l'emploi, et je suis sénatrice qui te fait travailler bien. On ne peut pas prêter pour rejeter comme ça, et puis on ne peut pas dire pour qui ça. Parce que tout le monde constate que toute pièce est OK. Ils n'ont pas regardé du tout, je vais 4 fois, ils n'ont pas regardé du tout, et ils n'ont pas prendre aucune décision. Et m'a attiré attention, non. Moi, écrit le 15, ils ont rejeté, même le 15, je tout papier. Ils n'ont pas fait rien. Le 23, ils ont non quelques sénateurs et députés, candidats que ils ont repêchés. Ils n'ont pas pris nom, ils n'ont pas mis nom. Et puis vous dites, on ne peut pas retourner sous décision. Tandis que pas depuis le jour même, on ne peut pas retourner sous décision. Le 23, on a quelques noms. Dis-moi, il y a un problème. Titoni, Anthony Bennett, a réagi à travers une lettre envoyée au président du CEP, Pierre-Louis Aupon. Nous suivons une loi électorale, la décret qui dit que de gourmets de mère ou de père haïtienne, et papa, maman haïtien, n'avons jamais renoncé à sa nationalité, nous n'avons jamais renoncé à sa nationalité. Et au moment d'inscription, nous n'avons pas possédé l'autre nationalité que nous faisons. Nous présentons un certificat du département d'État qui explique justement que nous n'avons pas possédé citoyenneté américaine, non encore, seule citoyenneté haïtienne. Et malgré ça, ils ont fait définitivement son sélection liée. Et c'est dommage pour le pays. Il n'y a pas de démocratie en Haïti, c'est ce que ça me dit, parce que nous sommes capables de nous faire tout à fait nous correct. Et malgré ça, ils ont décidé d'écarter nous. Ils ont écarté pour raison quelconque, moi-même, nous ne parlons pas en question. Même carité, décision arbitraire. Là, ils nous parlent gourmet contre décision ça. Vous comprenez? L'important, c'est que nous parlons montrer la nation, mais ça me fait que nous faisons tout à fait nous correct et que son habit qui fait. Le parti Fusion, lui, exige du Conseil électoral la mise en place d'une commission qui serait chargée de réviser les cas des candidats écartés de la course électorale. Le CEP a choisi de mettre en danger le processus électoral en faisant la sourde oreille. Sans raison apparente, elle a opposé un silence incompréhensible aux justes revendications des candidats de la fusion qui n'entendent pas accepter et de fait n'acceptent pas d'être écartés des joutes électorales sans la moindre explication. Il faut dire aussi qu'une centaine de personnes environ appartenant à la plateforme L'Avenir ont, pendant plus d'1 heure, organisé un sit-in aux abords des locaux abritant le CEP à Pétionville. Il faut que vous démissionnez, parce que la Constitution est très claire. Il dit pour le conseil électoral, pour qu'il y ait des charges. Et même si le conseil électoral a exigé des candidats pour qu'il y ait des charges, et même même tout pour qu'il y ait des charges. C'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, nous là, l'autre fois encore. Si les gens n'ont pas démissionné, ou bien n'ont pas tourné sous décision que vous prenez pour mettre tout le monde exclu dans le processus électoral là, et bien nous allons passer dans la phase de l'opération déboulonner le conseil électoral là. Toujours pour parler des réactions suite à la décision des autorités électorales, le sénateur américain Marco Rubio, qui est candidat aux présidentielles américaines pour le Parti républicain, a demandé au gouvernement des États-Unis de faire la lumière sur les motivations des autorités électorales concernant le cas de Laurent Salvador Lamotte pour savoir si les décisions sont d'envergure politique. Parallèlement, les contestations des présidentielles n'affectent en rien l'engouement des inscriptions pour les municipales qui ont pris fin ce mardi. Le préenregistrement en ligne a recensé environ 41 000 candidats aux municipales et aux locales. Cependant, en début de semaine, pas moins de 25 000 postulants avaient fait le dépôt de leurs pièces. Le dilemme d'Haïti est d'abord d'ordre politique. C'est l'analyse de Ricardo Setenfus, ancien représentant spécial de l'Organisation des États américains, OEA, en Haïti. Le diplomate met en garde contre toute ingérence de la communauté internationale dans les élections de 2015. Il plaide aussi pour la signature entre Haïtiens d'un pacte de la démocratie. Ricardo Setenfus appelle les potentiels électeurs à faire preuve de responsabilité lors des prochains scrutins en élisant des hommes et des femmes pouvant calmer le jeu et mettre le pays sur
sur le chemin de la démocratie. La démocratie, c'est une affaire interne. Le dilemme haïtien est de nature politique. Et dans la politique, c'est la lutte pour le pouvoir, dont les règles de la lutte pour le pouvoir ne sont pas établies. Haïti, c'est le seul pays qui essaye de faire le parcours de la dictature à la démocratie sans faire un pacte de liberté et liberté démocratique. Toute l'Amérique latine a fait cela en sortant des dictatures militaires. Ils ont fait un pacte, le pacte de Moncloa en Espagne. C'est ça, le pacte que les Portugais ont fait à la fin du régime de Salazar. C'est qu'on a fait en Grèce à la fin du régime des colonels. Toujours, il y a eu besoin de ce pacte. Ce pacte a deux aspects. Et comme s'il y avait un rétroviseur, on va arranger les choses du passé. On va pas oublier les choses du passé. Loi du pardon, amnistie, enfin, il y a un pare-brise. On va regarder l'avenir. Organiser surtout les règles pour le combat, pour la bataille, pour la conquête du pouvoir. L'état général de la démocratie, enfin, le dialogue national. Et je crois que maintenant, on est dans un moment très délicat. Wendell, très délicat. Pourquoi? Parce qu'on a commencé déjà un processus électoral qui finit non seulement le cycle d'une présidence, avec 3 votations, mais également qui annonce la fin du cycle de la présence internationale en Haïti. Donc c'est un moment de grandes responsabilités pour les Haïtiens, qui doivent faire preuve de modération pour faire en sorte que cette transition réussisse, qu'on ait un président, un parlement, une présidente l'année prochaine, qui calme le jeu et qui permette justement de faire en sorte que les véritables défis d'Haïti, qui sont le chômage, c'est là, cette transition douce, elle est indispensable pour aboutir à ce qu'on doit aboutir fin 2016, c'est-à-dire la récupération de la souveraineté nationale. Je crois que ça doit être l'objectif de tous les candidats dans ces moments très délicats de passage de ces deux états, n'est-ce pas, de ces deux situations à une nouvelle. D'un autre côté, la délégation de l'Union européenne en visite en Haïti cette semaine a laissé entendre que les besoins d'Haïti en aide humanitaire avaient considérablement diminué. Les responsables ont fait savoir qu'il s'agissait là d'un pas positif pour le pays. Elle a aussi révélé qu'une enveloppe de 14,6 millions d'euros a été mise à la disposition d'Haïti cette année pour financer les projets liés à la lutte contre le choléra, l'insécurité alimentaire et aussi contre les désastres naturels. La coopération au développement est au cœur du partenariat entre l'Union européenne et Haïti. Néanmoins, 5 ans après le terrible séisme de 2010, il persiste encore des besoins humanitaires. Ces besoins humanitaires sont en diminution importante au fur et à mesure, donc progressivement ces besoins diminuent, mais ils existent toujours et donc justifient une action humanitaire spécifique de la part de l'Union européenne à travers la direction qui a en charge l'aide humanitaire et la protection civile, qui s'appelle ECHO. L'enveloppe pour l'aide humanitaire d'ECHO en Haïti est en réduction. En 2014, nous avions 23,5 millions d'euros pour l'aide humanitaire dans le pays. Cette année, on est à 14,6 millions d'euros. Donc il y a vraiment une réduction assez importante. Cela dit, pour nous, il y a encore des besoins dans certains secteurs ou certains domaines qu'il nous est essentiel d'aborder. Donc, le premier, c'est la question du choléra. Vous savez qu'il y a quand même que l'épidémie de choléra sévit toujours en Haïti, qu'on a eu quand même depuis 2010 en fait une des plus grosses épidémies de choléra dans le monde en Haïti. En 2014, le nombre de cas suspects de choléra donc avait bien réduit, si ce n'est qu'en fin de l'année, il y a eu une assez forte flambée. Et là maintenant, sur les 5 premiers mois de l'année 2015, on est à 3 fois plus de cas que pour la même période en 2014. Donc il faut continuer à l'effort, il faut continuer à être vigilant. Des investisseurs américains ont visité le projet Lafito Global pour faire le point sur l'état d'avancement de ce projet. Plusieurs hommes d'affaires étrangers ont déjà réservé des espaces pour y implanter leurs activités d'ici quelques semaines.
Mais la zone franche de Lafito sera opérationnelle selon les responsables. Lafito Global, c'est une plateforme qui pourra permettre que les investisseurs étrangers et locaux qui viennent faire ça à faire. Toute infrastructure, c'est nous qui avons l'infrastructure portuaire, courant, de l'eau. Nous avons une usine 25 MW qui fait partie de la Lafito Industrial Free Zone. Nous avons une zone de développement industriel local tout, pour laquelle nous avons 2 clients. Et une c'est Citadel, une usine ciment. L'autre là, une usine engrais. Donc, on peut continuer à inviter tout industriel pour connaître que venir dans la Lafito Global, on a toute infrastructure et ou même on faire ce qu'on vient faire. Et pour à disposition, nous avons un espace, nous avons un terrain, nous avons un espace résidentiel tout, et un espace loisir pour que les investisseurs étrangers à venir, ils joignent tout ça sur place. Et je pense que dans la Lafito Global, là, nous avons une superbe équipe d'ingénieurs qui mettent tout ça en place. Et tout ça fait est approuvé par ingénieur IFC qui prête nous comme là. Et puis tout, nous avons une firme AMI qui c'est American Maritime Engineering, c'est lui qui certifie tout le design et pour là. Première garantie, c'est que nous avons un espace qui est fermé, qui est totalement, et ça veut dire full service, nous avons mais là, moins de 1 km de zone franche là. Nous avons habitation, nous avons l'eau, nous avons espace de loisirs et nous avons sécurité. En tout cas, nous avons ici, nous installer l'équipement et nous-mêmes, nous avons toute couverture qu'il faut pour que les mêmes problèmes qui sont inhérents en Haïti, les mêmes ne pas gagner, parce que tout problème, c'est nous-mêmes qui prenons devant pour lui. Bon, ce n'est pas nous-mêmes directement qui avons l'emploi, mais les gens qui viennent là, ils peuvent avoir entre 12 à 20 000 emplois. Ça dépend de qui ça va fabriquer. Créée en 1995, ce vendredi 12 juin, la police nationale d'Haïti a fêté ses 20 ans. C'est une célébration qui a eu lieu en grande pompe au local de l'Académie de police. L'effectif des policiers est à 12 000 agents à nos jours. Le haut commandement de la PNH a décerné des certificats et décorations aux agents qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions depuis la création de l'institution policière. Policières, policiers, la cérémonie d'aujourd'hui m'offre une fois de plus l'occasion de vous dire que je vous ai entendu et je vous ai compris. Les revendications liées à l'amélioration des conditions de travail dans les commissariats, aux perspectives d'avancement professionnel, au salaire et à l'octroi des grades et des promotions sont légitimes. Mon administration s'est engagée à réduire les écarts de grade entre les policiers d'une même promotion en proposant avant la fin de cette année au CSPN une refonte de la loi sur la police, un autre plan de carrière, un nouveau projet de statut du personnel policier et d'une police d'assurance qui tienne compte à la fois de la spécificité du métier de policier et des justes revendications du personnel policier de tout grade. Cette mission fondamentale de garante de l'ordre public avec ses 3 volets, sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, ne deviendra réalité que si des réajustements sont faits à temps en vue de corriger, rectifier certains dysfonctionnements, manquements ou erreurs regrettables. Tenant compte de la pesanteur des habitudes acquises et en dépit de ces nombreuses préoccupations, le gouvernement encourage la PNH à aller de l'avant, à soigner davantage ses rapports avec la population, à continuer à traquer et à mettre hors d'état de nuire les bandits, à améliorer sa nécessaire et incontournable collaboration avec les autorités judiciaires, le droit et à relever le défi des mutations technologiques. Dans l'actualité culturelle, la 3e édition du Festival ibéro-américain de cinéma en Haïti a été lancée ce mardi. Cette année, le festival met en vedette des films d'Haïti, d'Espagne, d'Argentine, du Chili, du Brésil, de Cuba et du Mexique. Les projections auront lieu au Centre Pétion Bolivar, à la Focale, au Centre culturel Brésil-Haïti et à l'Académie nationale diplomatique et consulaire.
C'est une occasion de découvrir la culture des pays ibéro-américains à travers leur cinéma. Tous les ambassadeurs ont décidé de présenter 2 ou 3 films chaque pays pour faire pendant tous les mois de juin la promotion du cinéma. Et nous espérons que le public haïtien va aimer la diffusion de ces films qui auront les sous-titres en français pour tout le monde comprendre. Mais l'idée à la fin, l'objectif final de cette présentation est de faire la langue espagnole et portugaise la plus connue ici en Haïti à l'aide de l'anglais. Parce que nous savons que tous les Haïtiens sont très bons dans les langues, qui parlent français, créole, et beaucoup de personnes parlent anglais. Mais ce que nous voulons est que tout le monde commence à parler ou à comprendre la langue espagnole et le portugais. Et ça, c'est la raison finale. Les films mexicains, ce sont très amusants, ce sont très différents de ce que nous avons présenté dans les autres années. Et je crois que le public haïtien va aimer vraiment le cinéma mexicain. Je pense que la culture, là, c'est un compier bois, un plantier. Tout autant que pas oser, la mourir. Donc au fur et à mesure, nous toujours encourager les jeunes, encourager tout le monde qui a une activité culturelle qui a mis en valeur, pour mettre en valeur le pays. Je pense que c'est important pour nous partager la culture, pour nous partager tout ça comme expérience, quel que soit avec le monde ibéro-américain, que ce soit entre nous-mêmes haïtiens. Alors dans l'occasion ci là, festival ça, 3e édition, nous avons 2 films haïtiens de Arnold Antonin qui a pour le projeter, qui pourra le diffuser là. Donc c'est un film de Franck Etienne avec un autre film encore de Magloire, la chaîne Magloire. Mais c'est important pour nous regarder tout ça, nous toujours encourager les jeunes pour aller visiter dans le centre culturel, que ce soit le centre culturel Brésil, Haïti, que ce soit Focal ou autre, pour nous garder comment 7e art là lui-même, aider nous partager la culture, aider nous retrouver nous tout autour de nous-mêmes. Dans l'actualité sportive, jeudi, la Copa América a débuté. Le match d'ouverture a mis face à face le Chili, pays organisateur, à l'Équateur. C'est une rencontre qui s'est soldée sur le score de 2-0 en faveur du Chili. Notre dynamique équipe, composée de Gilbert Fonbrun, de John Cherry et de Pilou Rousier, sera présente aussi bien pour la Copa América que pour la Gold Cup cet été. Métropole vous invite donc à suivre les différents matchs sur la chaîne 52 pour vivre les compétitions sportives autrement. L'actualité en bref, pour rester dans le sport et dans le football, des footballeuses haïtiennes issues de la commune de Cité-Soleil seront dans le Minnesota aux États-Unis du 10 au 17 juillet en vue de participer à la USA Cup. L'objectif du projet est de contribuer à l'émergence de nouveaux leaders dans la commune de Cité-Soleil à travers le football dans le cadre du projet Initiative haïtienne en collaboration avec la Sané Foundation grâce à un support logistique et financier de la compagnie ePower. Metro News Magazine est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la chaîne 52 pour la suite de la programmation. Rendez-vous la semaine prochaine.